Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son Altesse à Marrakech 777. Auch das Sache. On a, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, parce que on a depuis, ça commence à faire 15 jours maintenant, on a de plus en plus de coupures d'internet. Par exemple, je viens de recevoir un, bon, c'est coupé depuis, ça n'a pas marché depuis hier, et je viens de recevoir un SMS de la part de l'État qui dit que suite aux attaques de drones, il y a des coupures, l'internet est coupé. Alors tout n'est pas coupé parce que là justement, vous voyez, je reçois des messages sur WhatsApp. Donc WhatsApp ça marche. Telegram, je ne sais même pas si ça marche parce que je l'ai pas allumé. Bon, là j'ai reconnu 2-3 mots, mais je suis pas vraiment sûr. Le truc c'est si on avait invité Los Machucambos, je faisais un malheur vu que j'ai fait espagnol en deuxième langue quoi. Alors, Aber jetzt begleitet von Le Groupe in direkt live der zweite Song der exzentrischen und hochexplosiven. J'étais pas très fort en maths non plus, mais ce que j'aimais bien c'était le dessin. Le dessin c'était plus mon truc quoi. Nina Hagen. Nina Hagen. Aller sur YouTube, alors même avec un VPN, ça c'est impossible, parce que aucun internet. Aller surfer sur des sites, etc., d'informations, même sur Russia Today, sur ça fonctionne pas. C'est vraiment casse-burne. Voilà. Alors, Telegram, qu'est-ce que ça dit? Ça charge. Voilà. Donc ça doit pas bien marcher non plus. Bon, c'est casse-pied, mais si ça protège des gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on y dise? On va pas chouiner comme des occidentaux basiques, que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à Internet avec leur téléphone, et puis le reste, ils en ont rien à foutre. Non, ici, c'est pas comme ça. Ici, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas Internet. Si ça sauve des gens, si ça permet de pas avoir des drones nazis qui viennent... parce qu'en fait, ils font que ça, en fait. Hein. Je sais pas si on vous le dit, ça, en France, mais... Pour eux, ce devait être le jour du grand départ. Des civils qui espéraient prendre un train et rejoindre une destination plus sûre, à l'ouest de l'Ukraine, loin de ce Donbass devenu l'objectif prioritaire du Kremlin. Mais en quelques minutes seulement, ce vendredi matin, la gare de Kramatorsk est devenue un cimetière.
Tout a explosé tout d'un coup. Beaucoup de gens sont morts. Tout le monde paniquait. Les gens criaient et pleuraient. Puis j'ai vu une femme blessée. Elle saignait beaucoup. On l'a emmenée quelque part dans une pièce. Dans ce décor macabre, les secours tentent de venir en aide aux blessés. Les corps des victimes, déchiquetés et criblés d'éclats, disent la violence de l'attaque. Ils avaient tous des éclats d'obus. Les morceaux sont éparpillés ici. Des gens ont été blessés par ces éclats. C'est ça qui les a tués. Depuis plusieurs jours, la gare de Kramatorsk est une pièce maîtresse dans le dispositif mis en place par les autorités pour l'évacuation de la région des civils. Et ce matin, avant la frappe, ils étaient déjà plusieurs dizaines à faire la queue devant le bâtiment. Des personnes âgées, des femmes, des enfants. Les dégâts sont assez étendus autour de la gare et sur la zone à côté des voies où les familles se rassemblaient, où des milliers de personnes se rassemblaient chaque jour. C'est une attaque vraiment dévastatrice axée sur la population civile. Devant la gare, sur le parvis, l'un des missiles. Avec cette inscription, elle signifie « Pour nos enfants ». Ce sont des fascistes russes. Ils ont même écrit sur cet engin que c'était pour venger leurs enfants. Alors que Moscou a immédiatement démenti être responsable de l'attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un mal sans limite déchaîné par la Russie et des méthodes inhumaines. Tous les drones d'attaque, les missiles qu'ils envoient, tout ça, ça n'est jamais sur des objets militaires, c'est toujours sur des civils. C'est toujours sur un marché, c'est toujours sur une école, c'est toujours sur un... Venez voir, venez. Des habitants parfois enterrés à la va-vite, dans les jardins. Alexander et Formel, des hommes mais aussi des femmes ont été abattus par les Russes. 4 personnes sont enterrées ici. J'en connais 2. On a fait comme on a pu. Ces gens qui ont été tués n'étaient pas menaçants, ils n'avaient rien fait de mal. Les Russes ne comprenaient pas qu'ils soient inquiets, qu'ils appellent leur famille au téléphone. Ils pensaient qu'ils livraient des renseignements. Et au moindre prétexte, ils tiraient. Des récits comme celui-ci, les habitants de Boutcha en ont tous. Aujourd'hui, l'armée leur offre un premier repas chaud depuis la reprise de la ville. Cet homme a les mains qui tremblent. Il veut nous montrer la preuve que des civils ont été tués sans raison, son voisin notamment. Ils l'ont tué au 2e ou 3e jour. Ils étaient en colère contre nous. Ils nous disaient que l'armée ukrainienne leur tirait dans le dos. Ils voulaient savoir si on avait des armes. Dans cette rue de Boutcha, les chars russes ont même littéralement roulé sur certains véhicules. Regardez celui-ci, il est complètement écrasé. Quand on parle avec les habitants, ils nous expliquent que les soldats russes cherchaient à tout prix à trouver des habitants qui avaient un lien de près ou de loin avec l'armée ukrainienne pour les exécuter. À Boutcha, mais aussi à Irpin, le retrait des soldats russes fait craindre la découverte de nouvelles victimes civiles. À l'entrée de cette propriété, les corps d'un homme et d'une dame, tués il y a plusieurs jours. La maison de cette famille ukrainienne a été saccagée et un message laissé sur le mur de la cuisine, comme une signature. Qu'est-ce qui est écrit ? Le peuple ukrainien est comme une prostituée qui se vend à l'Allemagne et aux Américains. Gloire aux troupes aéroportées russes. Des soldats russes qui, avant de fuir les faubourgs de Kiev, ont laissé derrière eux de nombreuses mines. En pleine tronche d'un immeuble, c'est là où il y a des civils. C'est donc l'État ukrainien est un État, mais c'est très sérieux ce que je dis, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'État russe qui le dit, est un État terroriste. Vous soutenez en France un État terroriste. Et il faut bien comprendre ça. Hein. C'est pour la suite, ça va avoir des conséquences. Hein. Parce que là, en France, là, c'est toujours comme ça, ils vivent à la seconde, c'est-à-dire ils réagissent à ce qui vient de se passer il y a 3 minutes, sans réfléchir, sans rien, et ils soutiennent un État terroriste, voilà, sans réfléchir à ce qui va se passer après. Une scène qui restera dans l'histoire. Ces victimes en tenue civile. Jonchés le long de cette rue, les corps de 20 hommes, retrouvés le 2 avril dans la ville de Boutcha, en banlieue de Kiev. Comment cela a pu arriver ? Comment cela a pu arriver ? Comment cela a pu arriver ?
L'armée russe vient alors de se retirer de la ville qu'elle a occupée pendant 1 mois. Les survivants commencent à raconter. C'est la pire chose de ma vie. Mon mari, l'amour de ma vie, a disparu. Boutcha devient le symbole de la brutalité de la guerre en Ukraine. Mais que s'est-il passé là-bas? Qui étaient ses victimes? Au début de l'offensive russe, Boutcha s'est retrouvé proche de la ligne de front. Le 24 février, l'aéroport d'Antonov, tout proche, a été attaqué. Là-bas, la fumée s'élève de notre ville. Ils l'ont bombardée. Nos maisons sont à proximité. Nous nous sommes enfuis de là. Nous ne savons pas du tout où aller. Quand les combats se sont intensifiés, les habitants ont fui par milliers. Pendant près d'1 mois, les journalistes n'ont pas pu atteindre Boutcha. Après des semaines d'intenses combats, la Russie annonce rediriger ses efforts sur l'est de l'Ukraine. L'armée se retire de la banlieue de Kiev, révélant des scènes de désolation. En plein centre-ville de Boutcha, ces véhicules calcinés, des restes de missiles, des bâtiments civils endommagés, voire totalement détruits. Les traces de la présence des Russes sont partout, mais toute l'ampleur du drame reste encore à découvrir. Rue Jablonska, les premiers corps sont découverts près d'un tas de matériaux de construction. L'un d'eux a les mains attachées dans le dos. L'ampleur du massacre devient de plus en plus claire. Les premiers journalistes sur place dénombrent 20 morts sur ce seul segment de route. Chacun a une histoire à raconter. Avant la guerre, Mikhailo Romaniuk travaillait dans le bâtiment. On le voit ici au début du conflit en train de cuisiner sur ce feu. Ses proches racontent qu'il aimait chanter et boire un verre. Peu après que cette vidéo a été filmée, il a été abattu rue Jablonska alors qu'il passait en vélo. C'est Alexander, un proche, qui est venu identifier le corps. Il était avec Mikhailo lors de l'attaque. Lui aussi s'est fait viser. Nous faisions du vélo, puis les tirs ont commencé. Nous n'avons pas vu d'où ça venait. Aux funérailles de Mikhailo, sa belle-sœur raconte ce qui lui est arrivé. Il a été tué par balle par les occupants russes le 6 mars dans la rue de Jablonska à Boutcha. Il était simplement à vélo. Il allait à l'hôpital rendre visite à quelqu'un pour prendre des nouvelles quand il a été abattu. Le corps de Mikhailo est resté dans la rue pendant 28 jours avant d'être récupéré. Volodymyr Brovtchenko, lui aussi, a été abattu alors qu'il était à vélo. Il était parti rapporter la bicyclette empruntée à un ami avant de fuir la ville. Sa femme l'avait supplié de ne pas y aller. Son cadavre est resté dans cette rue pendant 3 semaines. Son voisin a essayé de le récupérer pour l'enterrer dans le jardin afin que son corps ne jonche pas dans la rue. Mais un tireur a blessé le voisin à l'épaule. La balle l'a traversé et il a dû fuir. Aujourd'hui, les Russes sont partis. Le corps de Volodymyr a été emporté. La bicyclette, elle, est toujours là. Vladislav s'est porté volontaire pour aller collecter les corps. Pour lui, le doute n'est pas permis. Il s'agit bien de l'œuvre des soldats russes. Ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Vous pouvez le voir par vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre, et les tireurs ont tous tiré une balle dans la tête, par ennui. Partout dans la ville, des corps ont été retrouvés. Dans cette cave, les corps de 5 hommes. Un peu plus loin, ce charnier renferme les cadavres d'un élu local et d'au moins 3 membres de sa famille. Selon le maire, plus de 400 civils ont été tués pendant l'occupation russe. Beaucoup n'ont pas encore été identifiés. Des dizaines de corps ont été amenés à la morgue de Boutcha. Ici, les habitants expriment leur peine et leur colère.
Boutcha était agréable et propre, et il y avait de l'ordre. Puis ces bâtards sont arrivés et en un mois ils l'ont transformé en je ne sais quoi. Que Dieu les punisse pour le reste de leur vie. Tania, elle, est à la recherche du corps de son mari. Selon elle, il aurait été torturé et tué par les troupes russes. Plus rien ne peut être effrayant. Les cadavres ne me font plus peur comparé à la tragédie de ma vie. Ce serait un réconfort de l'enterrer, de pouvoir me rendre sur sa tombe. Malgré des preuves accablantes, la Russie affirme que le massacre de la rue Jablonska était une mise en scène. Sur le terrain, des journalistes ont pu constater par eux-mêmes la réalité de la tuerie. En pleine occupation russe, ces images satellites datées du 19 mars montrent des corps dans la position exacte où ils ont été retrouvés 2 semaines plus tard. La victime numéro 1, sur cette carte, s'appelait Mikhailo Kovalenko. Cet homme de 62 ans tentait de fuir Boutcha avec sa femme et sa fille quand il a été tué. C'est en passant rue Jablonska qu'il aperçoit des chars. Il sort de la voiture les mains en l'air et il est abattu sur le champ. Sa femme et sa fille ont pu s'enfuir en Bulgarie où elles reçoivent désormais des soins psychiatriques. Seul son gendre Artem a pu venir pour son enterrement. Il collectionnait le matériel de musique, il aimait les classiques. C'était une bonne personne, je n'ai rien de mal à dire sur lui. C'est tellement choquant. Pendant l'occupation russe, cette fosse commune de l'église Saint-André a servi à enterrer des victimes. C'est le périmètre dans lequel ils nous ont permis de collecter les corps et de les enterrer. Mais quand nos gars sortaient, ils tiraient sur leur véhicule au barrage. Ils ramassaient les corps à leurs risques et périls, afin qu'ils ne soient pas récupérés par les chiens. Les autorités ukrainiennes ont désormais la tâche d'exhumer et d'identifier les corps. Certains ont dû enterrer leurs proches à la hâte. Dans le jardin de Tetiana repose son fils. Il était venu voir si sa mère allait bien quand un tireur l'a abattu. Je suis moi-même originaire de Donetsk. J'ai été obligée de partir en 2014 pour sauver la vie de mon fils Seri quand il avait 14 ans. J'ai déménagé ici et il est mort. Les familles des victimes de Boutcha peuvent désormais enterrer leurs morts dignement. Mais cette petite ville de banlieue sera désormais associée à l'un des pires massacres de la guerre en Ukraine. 2 jours après la reprise de Boutcha, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne sur les lieux, avec un message pour les dirigeants mondiaux. Nous pensons qu'il s'agit de crimes de guerre et qu'ils pourraient être reconnus comme génocide par le monde. Si les accusations de génocide font débat, la condamnation des massacres par la communauté internationale a été immédiate. Les États-Unis et l'Union européenne imposant de nouvelles sanctions sur la Russie. De son côté, la Cour pénale internationale a envoyé des enquêteurs, faisant espérer aux habitants qu'un jour, justice sera rendue. C'est très important que ces actes maléfiques soient jugés au tribunal de La Haye et que tous les criminels de guerre soient désignés. Ça doit être fait pour que cela n'arrive plus jamais. Alors que la guerre fait toujours rage dans l'est de l'Ukraine, un procès reste une perspective lointaine. 1 mois après le retrait des troupes russes, Boutcha retrouve ses airs de ville tranquille. Les corps ont été emportés, les rues nettoyées, mais le long travail de deuil ne fait que commencer. Parce qu'il y en a pour des années et des années et des années que n'importe quelle proposition que fera la France aux Nations Unies ou peu importe, les Russes et d'autres, tous les BRICS et tout ça, en face, leur diront « Oui, mais attendez, vous avez soutenu un État terroriste pendant des années, qui ont attaqué des civils, etc., sans lever le petit doigt, sans ne rien dire. Donc, tu fermes ta bouche. »
Ça, vous pouvez être sûr que ça sera comme ça. Certain. On voit bien dans les propos des Russes, de la Russie d'ailleurs, de Maria Zakharova et de... C'est Ben Laden, c'est Al-Qaïda, qui ont maintenant émergé en Ukraine, sous la forme du régime de Kiev et de Zelensky. Nous qualifions le régime de Kiev de néo-nazi. Des dizaines, des centaines de figures politiques dans les pays occidentaux accèdent à ces postes. Personne ne sait comment. On n'a pas le droit de dire que c'est insensé. Dès que vous le dites, on vous accuse de propager des fake news, d'être contre la démocratie. Eh bien, je le dis, c'est insensé. Paris envoie un des diplomates français les plus éminents. Il dit que la France aime la Russie. Le lendemain, son propre président déclare qu'il faut fournir plus d'armes au régime de Kiev qui serviront à tuer les citoyens russes. C'est la honte de la France. On voit bien dans les propos des Russes, de la Russie d'ailleurs, de Maria Zakharova et le président Poutine et même Lavrov, tout ça, que dans tout ce qu'ils disent, ça prépare l'avenir. Ils se préparent à plus tard, mine de rien, ils avertissent que dans l'avenir, l'Europe, enfin la France, c'est zéro. Mais je fais mon boulot et je suis le premier en tout. C'est-à-dire le premier en vente, le premier en nombre d'appels reçus, le premier en nombre d'appels auxquels on répond, le premier en tout, quoi. Et un jour, je me retrouve avec des piqûres sur les mains et les jambes et je vois pas trop d'où ça peut venir. Donc j'essaye de soigner ça avec, vous savez, du truc là pour pas que ça gratte, là, comme pour les moustiques, quoi. Mais ça change pas grand chose. Et je les préviens, je leur dis, voilà, il doit y avoir quelque chose parce que je suis piqué. Et puis un jour, sous le verre de mon écran, en dessous, je vois passer une bestiole. Alors je la prends en photo, je zoome et je comprends que c'est une sorte de puce. Alors une puce, la bestiole, hein, pas la puce de l'ordinateur évidemment. Donc je l'écrase sous l'écran, j'en vois une autre passer, je l'écrase aussi, et je vais à l'hôpital de Laval. Où là je me souviens, je suis tombé sur un interne aux urgences qui était du Burkina Faso je crois, et quand il m'a entendu parler russe avec Elena, il nous a répondu en russe en fait, c'était super sympa. Parce qu'il avait fait ses études de médecine en Russie en fait.
enfin une partie. Et il avait fini en France. Donc je fais des examens, un scanner, des prises de sang, etc. Et il trouve que effectivement j'ai été piqué par ces bestioles et je fais une allergie. Et je vois sa tête à un moment et il commence à paniquer un peu, le toubib, et puis il appelle ses collègues et puis il m'emmène vite fait dans une salle d'opération en fait. Et puis en 3 coups de bistouri, vraiment ça a été rapide, il me retire un caillot de sang que j'avais dans une grosse veine derrière le genou, dans le passage qui est derrière le genou. En fait, si ce caillot s'était détaché puis était monté à la caboche, vous imaginez quoi, ça fait un AVC quoi. Donc voilà, je le dis à Téléperformance, ça leur en remue ni l'une ni l'autre, ni ils s'en foutent quoi. Et puis bon, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la médecine du travail pour leur dire bah voilà, il se passe ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors la médecine du travail était le mec était assez choqué, et dire mais comment c'est possible, et en plus c'était lui qui s'était occupé l'année d'avant de quelqu'un qui s'était fait piquer là-bas aussi, et puis il devait faire des désinfections. Ben je dis apparemment ça n'a pas été fait. Alors je contacte aussi l'inspection du travail. Enfin bon, je fous le bordel. On peut dire ça. pour cette boîte, je fous le bordel. Et puis au final, il trouve il me convoque dans un bureau, la DRH me convoque. D'ailleurs, j'ai enregistré toute la conversation que j'ai toujours. Mon téléphone était allumé avec le truc enregistrement d'audio là. Et elle me dit qu'en fait je fais pas mon boulot, qu'en fait j'ai été écouté plein de fois, tout ce que je dis c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref, c'est complètement faux quoi. Il devait me payer mes mois que je devais, enfin les 2 mois que je devais encore faire, 1 mois et demi pour finir mon contrat, plus ma prime, parce qu'ils m'ont foutu dehors alors qu'ils n'avaient pas à le faire, et parce que j'étais en arrêt de travail en plus, en arrêt de travail, pas en arrêt maladie, hein. J'étais en arrêt de travail, donc quand vous êtes en arrêt de travail, on n'a pas le droit de vous foutre dehors. Donc ils m'ont payé ça, et 4000 € de dommages et intérêts. Et ces 4000 € de dommages et intérêts, eh ben merci Téléperformance, parce qu'ils sont là. C'est tout ça. C'est ma maison. Bien écoutez Raphaël, ça fait partie des nombreux enterrements des derniers mois. Si on peut encore appeler ça un enterrement, il s'agirait plutôt d'une mise en terre collective. 21 corps qui ont été amenés sous nos yeux en début d'après-midi par un immense camion, un espèce de chargement énorme de corps qui sont non identifiés pour la plupart. Sur les 21, seulement un seul a pu être identifié. Des corps qui étaient dans des morgues alentours depuis plus de 5 mois, depuis l'attaque sur Boutcha et l'occupation par les forces russes de la fin février jusqu'à la fin mars. Un massacre qui aura fait plus de 1300 morts dans la région de Kiev et plus de 400 à Boutcha même. Donc des exactions commises par les forces russes, des viols, mais également des crimes de guerre collectifs. Alors on a pu assister à cette mise en terre avec absolument aucune famille puisque ces corps n'étaient pas identifiés, mais un prêtre orthodoxe qui est quand même venu faire une messe en plein air, qui est venu prier pour ces anonymes. Il nous a expliqué que ce n'est pas parce qu'ils ne sont que des numéros entre guillemets, qui ne sont pas des êtres humains pour autant, et que c'était important pour lui de prier pour eux et de les bénir avant qu'ils ne se retrouvent en terre. Ils ont effectivement des numéros sur leurs tombes éphémères. Pourquoi? Parce que tous ont été prélevés, leur ADN a été prélevé pour que les familles puissent, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, s'ils ont la possibilité, effectuer des tests pour découvrir s'il s'agit de leurs proches ou non. Et la maire adjointe de Boutcha nous expliquait que c'était très difficile en Ukraine d'effectuer des tests ADN pour pouvoir identifier les corps en moins de 48 heures, qui n'avaient pas la même technologie qu'en France, par exemple, et notamment que des gendarmes français étaient venus les aider il y a quelques mois et que grâce à ça, ils avaient pu identifier 17 corps. Où vous vous trouvez, c'est justement à la ville où avaient été dénoncés les premiers crimes de guerre attribués à l'armée russe dans les jours qui avaient suivi l'invasion. Où en est depuis l'enquête? Où en est-on?
Bien écoutez, dès le lendemain du départ des forces russes, ce sont essentiellement des journalistes et des membres d'ONG qui ont pénétré dans la ville avec les forces armées ukrainiennes et qui ont découvert ces dizaines de corps jonchant le sol, pour certains les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. L'organisation Human Rights Watch a commencé ses enquêtes dès le début de la libération des villes alentours, que ce soit Boutcha, Irpin ou un petit peu plus loin auprès de Kiev, et donc qui ont commencé à faire des photos premièrement, réunir des preuves matérielles, et puis les enquêtes du côté ukrainien ils nous expliquent qu'ils utilisent absolument tous les moyens possibles et imaginables, c'est-à-dire des photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, ou bien des images satellites. Il y a des organisations qui travaillent à ça, notamment Bellingcat qui fait de l'open source intelligence, de l'intelligence en source ouverte, et qui travaille sur des images satellites pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ils ont identifié plusieurs personnes qui auraient commis ces massacres. Le problème, c'est qu'ils sont probablement déjà en Russie, que certains se sont déployés notamment dans le Donbass, certains sont peut-être déjà morts, donc des procès sont envisageables mais extrêmement compliqués. Les seuls qui peuvent être organisés seraient par contumace, c'est-à-dire en l'absence des prévenus. Donc vous voyez, la complication, c'est vraiment pouvoir, au-delà d'identifier les personnes qui seraient responsables du massacre, de les présenter devant un tribunal en Ukraine. Merci Mélina Huette avec nous en direct de Boutcha. C'est à proximité immédiate de Kiev, la capitale, pour France 24. J'en reviens pas de ce que je vais vous lire. Volodymyr Zelensky participera au sommet de l'OTAN à Ankara, carrément, a confirmé Mark Rutte. Ça veut dire que l'OTAN, et donc l'Union européenne aussi, invite des nazis à leur sommet et à leur réunion, des nazis, pour savoir comment emmerder nos frères russes. Vous savez, moi, ça, je suis extrêmement choqué par ça, je vous le dis. Il y en a qui vont dire, ouais, Jim, tout ce que tu dis, c'est incroyable, c'est abject et tout, mais ça me débecte à un point que vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Là, vraiment, si tu veux, si j'étais encore en France ou en Europe, voir ça, ça me suffirait comme raison pour quitter l'Europe. Ça me suffirait. C'est-à-dire, je dirais ça, pour moi, c'est inacceptable. Je peux pas. Écoutez, moi, je peux pas accepter ça, vous comprenez? Alors, il y en a qui vont dire, mais pourquoi t'es patriote à ce point? C'est pas une histoire de patriotisme. Je suis français. Je porte avec moi une histoire de France, hein. Bah oui, hein. T'es français, t'es représentant de ce qu'est la France, hein. Moi, je porte une histoire, une culture, un passé, des choses répréhensibles, des choses belles, gastronomie, une langue, un langage. Je représente tout ça, des valeurs humaines. La France a apporté beaucoup de choses dans le monde, même si on critique, elle a été colonialiste, et elle a aussi apporté, elle a laissé des choses. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est pas vrai, que c'est pas ça qu'il faut voir, mais si. La France a aussi laissé des choses. Elle a construit des choses. Elle a été une nation de grands bâtisseurs. Hein? On a construit des grandes choses. Et même en France, on a construit des grandes choses. Regardez, les châteaux. C'est des châteaux qui ont 1000 ans, d'autres qui ont 300 ans, 400 ans. Mais regardez un petit peu l'histoire de France. On est des grands bâtisseurs. On a laissé des grandes choses. Moi, je me sens porteur de valeurs humaines. Je peux pas adhérer c'est pas possible. Ça, je peux pas. Et moi, pour moi, ça me ferait partir d'Europe. Or, aujourd'hui, c'est pas la seule raison qui me ferait partir d'Europe. Il y en a au moins 15. D'accord? Mais moi, ça, je peux pas l'accepter. Je sais pas comment vous faites. Et c'est là que je me dis, finalement, il n'y a pas de patriotes, vous en avez rien à foutre. Pour vous, les valeurs de la France, ça ne compte pas. Et je sais pas pourquoi je vous parle. Vous êtes 1300, vous devriez tous être absolument scandalisés de ça. Mais pas seulement de ça, de tout ce que j'ai montré avant. Mais ça, c'est pas normal que vous vous en foutiez. Là, on invite des nazis dans notre camp pour aller combattre nos amis. Bon, écoutez, moi, je peux pas. Vous savez, je suis normand. Moi, mes grands-parents m'ont gonflé avec le nazisme, les Allemands, les machins. J'en avais plein les oreilles. C'est pas pour voir un nazi
Parce que l'Ukraine, c'était un pays ami de l'Allemagne nazie. Oradour-sur-Glane, ils y ont participé, les Ukrainiens, renseignez-vous. Donc, moi, c'est pas pour soutenir un pays comme ça. Ça, c'est hors de question. Voilà. Non. Alors ça, jamais. Voilà. Donc là, moi, je vous le dis, là, je peux pas. Moi, je peux pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je deviens, finalement, est-ce que je pourrais devenir un ennemi de l'OTAN? La réponse est clairement oui. Clairement oui. Voilà. Est-ce que je pourrais partir en Russie, habiter là-bas? Clairement oui. Clairement oui. Est-ce que j'ai honte de ma nationalité? Oui. Est-ce que si j'avais un double passeport, russe, est-ce que je demanderais la déchéance de nationalité française? Certainement. Voilà. Mais vous me connaissez, vous savez que je suis franc, et vous savez que quand je dis quelque chose, je le fais. Sincèrement, si j'avais une binationalité, je pense que je demanderais la déchéance de nationalité française. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à espérer de la France. Ça va pas s'arranger du jour au lendemain. Vous vous doutez bien que c'est pas demain qu'il va y avoir j'allais dire un Trump, mais c'est même plus d'actualité. C'est pas demain qu'il va y avoir un quoi? Un Sankara, un Traoré, en parlant du président du Burkina, en France. C'est pas demain. Voilà. Donc c'est foutu. Donc pour ceux qui ont encore des espoirs en la France, c'est même pas la peine d'y penser. Allez, avançons. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777.